Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capitaux, le podcast qui aide à comprendre. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre l'armistice et les fins de guerre. Je suis Alain et à la coprésentation de ce numéro, il y a Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain. Mesure de confinement oblige, c'est à la maison que les intervenants participeront à l'enregistrement de ce numéro de Capitaux. Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, les Alliés et les représentants du haut commandement allemand signent la capitulation de l'armée allemande, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences de la fin de ce conflit mondial sont nombreuses. Retenons que le 26 juin de la même année, la Charte des Nations Unies est adoptée par 51 États. Les objectifs premiers de cette organisation sont le maintien de la paix et la sécurité internationale, et les criminels de guerre seront jugés lors du procès de Nuremberg devant le premier tribunal militaire international. Aujourd'hui, personne n'imagine un nouveau conflit entre la France et l'Allemagne qui sont devenus les piliers de l'Union européenne. Mais qu'en est-il des autres fins de guerre ? Comment cela s'est-il passé lors des conflits plus récents ? Pour nous aider à décrypter ce sujet, nous accueillons Valérie Rozou, maître de recherche au FNRS et professeur de sciences politiques à l'UC Louvain. Bonjour Valérie Rozou. Bonjour Alain. Alors, avant de revenir à vous, Madame Rozou, nous allons faire un petit rappel historique afin de mieux comprendre ce qui s'est passé le 8 mai 45. Nous sommes allés interroger un professeur en histoire contemporaine de l'UC Louvain. Emmanuel De Bruyne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé le 8 mai 1945 ? Alors, le 8 mai 1945, pour faire simple, c'est la capitulation des forces armées de l'Allemagne nazie. Une capitulation totale et sans condition. C'est un petit peu plus complexe dans les faits que cette simple date du 8 mai 45, parce qu'en fait, les événements s'étalent du 7 mai 1945 jusqu'au 9 mai 1945. Il faut savoir que cette capitulation s'est faite en 2 temps. C'est-à-dire que le 7 mai 1945, le successeur d'Adolf Hitler, qui s'est suicidé quelques jours auparavant, c'est l'amiral Dönitz, qui est donc à la tête du Troisième Reich, accepte la capitulation et envoie le chef d'état-major de l'armée allemande, Alfred Jodl, signer cette capitulation à Reims, en présence d'Eisenhower, le futur président des États-Unis, mais qui à ce moment-là est général en chef des forces alliées sur le front ouest, et puis de représentants des autres grandes puissances, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Et les combats doivent cesser le 8 mai 1945 au soir. Ça, c'est le premier acte. Le problème, c'est que Staline le prend mal parce que la signature se fait à l'ouest, et donc il veut une seconde signature qui se fasse à Berlin, dans un territoire qu'il contrôle. Et donc, le 8 mai 45 au soir, quand les combats s'achèvent, il y a une seconde signature, on recommence si vous voulez, mais à Berlin, de nouveau en présence de représentants des grandes puissances, et à ce moment-là, on est encore le 8 mai à l'ouest, mais on est déjà le 9 mai en URSS, à Moscou. Et c'est pour ça que la Russie, encore aujourd'hui, fête en fait la victoire du 9 mai, alors que nous fêtons celle du 8 mai. Mais c'est le même événement. Vous parlez d'une capitulation, mais justement, quelle est la différence entre une capitulation et un armistice ? Alors, une capitulation, c'est la reddition de la partie vaincue, et particulièrement la reddition de ses forces armées. Un armistice, par contre, c'est la fin des combats négociés entre des gouvernements belligérants. C'est pas forcément la fin de l'état de guerre. Mais ici, ce qui se passe, c'est que les Alliés refusent un armistice parce qu'ils refusent de négocier avec un gouvernement de l'Allemagne nazie. Donc, ce qu'ils demandent, c'est la capitulation totale de toutes les forces de l'Allemagne nazie. Ils ne reconnaissent pas, si vous voulez, le gouvernement de l'Allemagne nazie comme un interlocuteur valable. Cette capitulation n'est pas encore un traité de paix. C'est-à-dire que une capitulation va mettre fin au combat, mais au fond, on n'établit pas encore les conditions de la paix. Et quels sont les événements qui ont amené la fin de la guerre ? Alors, les événements qui ont amené la fin de la guerre, il faut remonter plusieurs années en arrière. D'abord, à partir de 1942, les forces du Troisième Reich et de ses alliés, c'est-à-dire principalement l'Italie et le Japon, mais il y a encore d'autres alliés
qu'on pourrait qualifier d'alliés mineurs, comme la Hongrie, la Roumanie, la Finlande, etc., ces forces commencent à subir des revers très importants, notamment en Afrique du Nord, et puis sur le front le plus important à ce moment-là, parce qu'il mobilise les 2/3 de l'armée allemande, c'est le front Est. Donc à partir de 1942-1943, sur le front Est, notamment avec la bataille de Stalingrad, au cours de laquelle pratiquement 300 000 soldats allemands sont encerclés, l'Allemagne nazie va commencer à reculer, va commencer à essuyer des défaites militaires. Elle recule à l'Est et à partir du 6 juin 1944, c'est-à-dire du débarquement de Normandie, un nouveau front s'ouvre très important à l'Ouest qui va aboutir à la libération de toute une série de territoires occupés par l'Allemagne, notamment la France et la Belgique, qui sont libérés vers la fin de l'été 1944. On peut dire que à l'hiver 1945, l'Allemagne est complètement isolée et les troupes l'hiver 44-45 et les troupes alliées tant à l'est qu'à l'ouest commencent à pénétrer en territoire allemand. Le printemps 1945 précipite les opérations. L'armée allemande commence à s'effondrer sur tous les fronts. Les Alliés franchissent le Rhin et au mois d'avril, les Soviétiques sont à Berlin et Berlin est prise au cours de combats extrêmement sanglants. Le 30 avril 1945, finalement, Hitler se suicide à Berlin. Pendant que ces opérations militaires ont lieu, des négociations diplomatiques de haut lieu se déroulent. La première grande conférence a lieu en janvier 1943. C'est la conférence de Casablanca. Au cours de cette conférence, les USA et la Grande-Bretagne décident d'une capitulation totale et inconditionnelle de l'Allemagne. C'est la seule issue qui sera acceptable. Il n'est pas question que l'Allemagne puisse négocier la paix de manière séparée avec un des alliés. Et l'URSS, rejoint tout à fait les États-Unis et le Royaume-Uni dans cette décision. On a une série de conférences par la suite, notamment la conférence de Yalta au début de l'année 1945, qui vont confirmer cette décision et qui vont organiser à la fois la fin de la guerre, la coordination des opérations entre les alliés, et puis qui vont organiser également la sortie de guerre et notamment l'occupation commune de l'Allemagne par les 4 grands alliés, parce qu'on va inclure la France. Et cette fin de guerre, est-ce qu'elle était différente des autres ? Alors cette fin de guerre a ceci de différent des autres que l'État qui est vaincu, autrement dit l'Allemagne nazie, cet État va totalement cesser toute forme d'existence. Donc l'Allemagne nazie va être totalement liquidée. L'État allemand nazi prend fin au mois de mai 1945. À vrai dire, un gouvernement transitoire, celui de l'amiral Dönitz qui succède à Hitler, est instauré et il va durer jusqu'au 23 mai 1945 et sa principale tâche, au fond, est de liquider les forces armées allemandes en organisant tout simplement leur reddition aux troupes alliées. Et l'Allemagne va reprendre une existence légale sur la scène internationale en 1949, mais sous la forme de 2 entités, puisqu'il y a un État qui va être créé en Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, et un autre État allemand qui va être créé dans la zone qui est occupée par les Soviétiques, c'est l'Allemagne de l'Est. Au fond, on peut dire que toute cette histoire ne s'est pas terminée, en tout cas pour l'Allemagne, véritablement par un traité de paix. Il ne va pas y avoir de traité de paix qui va mettre fin, à cette Allemagne en guerre. C'est une nouvelle Allemagne qui va être créée en 1949. Mais ce qui va totalement clore l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, c'est le traité de Moscou en 1990. En 1990, les 4 grandes puissances victorieuses, l'Union soviétique, qui n'en a plus pour longtemps d'ailleurs, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, plus les 2 Allemagnes, vont s'accorder sur la réunification allemande
qui aura lieu finalement le 3 octobre 1990. Merci Emmanuel De Bruyne pour ce rappel historique. Je rappelle que vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'UC Louvain. Alors Valérie Rozou, après cette remise en contexte, pouvez-vous nous dire selon vous pourquoi la réconciliation a marché en 1945 et pas en 1918 ? Alors oui, je pense qu'il y a deux grands éléments à garder en tête. Le premier élément concerne les acteurs. Et il y a 3 vagues d'acteurs qui vont agir dans la même direction en 1945, ce qui n'était pas le cas en 1918. La première vague d'acteurs, c'est une vague qu'on dit de pionniers, qui donc, au sein de la société civile en Allemagne, en France et dans les autres pays européens notamment, vont se lancer dans des mouvements de rapprochement. Je pense à des anciens prisonniers de guerre, je pense à des associations religieuses, qui vont œuvrer pour essayer de dépasser les stéréotypes et la méfiance qui est installée de chaque côté du Rhin. Après cette première vague de pionniers en faveur de la réconciliation, il y a la vague des européanistes, donc des pères fondateurs de l'Europe, qui vont se rendre compte que sur le plan politique et économique, il faut un projet commun et des institutions communes. C'est l'intuition de Jean Monnet lorsqu'il dit « sans institutions, rien ne dure ». Donc, vague de pionniers, vague européaniste, et enfin, dans les années 60, donc plus tard, ces fameuses personnalités clés que sont Charles de Gaulle en France et Konrad Adenauer en Allemagne, qui vont sceller la réconciliation franco-allemande. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 chefs d'État vont comprendre que le rapprochement relève, en fait, non pas tellement de l'altruisme, on les a beaucoup décrits comme ça, mais surtout de l'intérêt national de chacun de leurs États. Donc l'Allemagne est en quête éperdue de réhabilitation sur le plan international, et la France est en train de perdre son statut de grande puissance avec la perte des colonies notamment. Donc les deux ont besoin d'un rapprochement pour avoir une voix qui porte. Donc il y a ces 3 types d'acteurs qui vont avoir des actions convergentes. Et le deuxième élément, au-delà des acteurs, c'est un contexte très précis qui est absolument différent de 18. Et la grosse différence, c'est que pour la première fois depuis des décennies, l'ennemi n'est plus de l'autre côté du Rhin, mais l'ennemi est un ennemi commun qui est l'Union soviétique. Et donc, le fait que la France et l'Allemagne aient un ennemi qui paraît plus dangereux que l'ancien belligérant, cela va activer les processus de rapprochement, cela va aussi activer une aide massive des USA, le fameux plan Marshall en faveur de la reconstruction, ça a été phénoménal comme mouvement aussi. Et enfin, donc troisième autre élément, l'ennemi commun, l'aide massive, et troisième élément dans le contexte, c'est que le traité de Versailles en 1919, juste après 14-18, a été vécu comme une humiliation nationale en Allemagne. Et il y a un profond sentiment d'injustice qui a été extrêmement bien utilisé par Adolf Hitler quelques années plus tard. Alors qu'en 1945, la défaite allemande, elle n'est pas seulement militaire, elle est morale, elle est complète. La découverte des camps de concentration et d'extermination, notamment, cette découverte va expliquer l'attitude de l'Allemagne qui ne peut absolument plus crier à l'injustice. Et donc, pour la France, tendre sa main à un ancien ennemi qui est par terre, dont la défaite est totale, il me semble que c'est bien plus aisé que tendre la main à un ennemi qui est toujours rival. Donc voilà, 2 grands types de changements, me semble-t-il, entre 45 et 18. Et comment remettons une autorité, une nouvelle administration à la tête d'un pays qui, ici dans le cas de la guerre 40-45, par exemple, a été décapité par une des parties combattantes? Bon, alors dans le cas de l'Europe, après 45, comme je vous disais, il y a eu ce rapprochement, cette construction du projet européen et surtout l'aide du plan Marshall. Mais ici, je vais donner un autre exemple peut-être plus près de nous et de guerre civile qui me semble extrêmement emblématique par rapport à votre question. C'est le cas rwandais. Et donc, en juillet 1994, le Front patriotique du Rwanda, le FPR, va arriver à Kigali, va prendre le pouvoir après une longue guerre civile et le fameux génocide qui, en 3 mois, a coûté la vie de plus de 800 000 personnes, dans la grande majorité Tutsi. Il y a des querelles de chiffres, mais je rentre pas dans les détails ici. Et donc la situation est absolument paroxystique. Les défis sont vertigineux, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Donc à tous les échelons, toutes les administrations sont par terre. Donc, en plus de rédiger une nouvelle constitution
Il faut assurer la sécurité, relancer l'économie, traiter toutes les questions liées à la justice, au massacre, etc. Alors ici, si on prend l'exemple concret de l'appareil judiciaire, qui est un élément parmi tous les défis qui se posent en juillet 94 au Rwanda, eh bien c'est simple, l'appareil judiciaire, il a été décimé pendant le génocide. La plupart des membres du système judiciaire ont été massacrés, les bâtiments sont purement et simplement détruits, les budgets disponibles sont dérisoires. Et il y a plus de 100 000 accusés qui croupissent dans des prisons qui sont insalubres. Un des ministres rwandais à l'époque avait expliqué qu'avec les budgets dont il disposait, et avec le nombre d'accusés en prison, il aurait fallu 1 siècle et demi pour juger tous les accusés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'être créatifs, ils sont passés d'une justice classique c'est ça qui est compliqué, c'est que la justice après un génocide, elle est à la fois indispensable sur le principe et elle est impossible dans la pratique. Donc ils sont passés d'une justice classique à une justice dite transitionnelle, donc de transition, et qui était basée quant à elle sur un système inspiré d'une tradition, les gacaca, ça veut dire en Kinyarwanda les tribunaux des gazons. Et c'est un système qui fonctionnait mais qui n'était pas adapté à des crimes de génocide, mais qui fonctionnait pendant toute une partie de l'histoire rwandaise, où la population est à la fois juge et partie, et qui se passe au niveau de chaque localité, où il y a des sages de chaque lieu qui président, si vous voulez, avec une prise de parole. Alors le grand avantage du système, c'était que la procédure a été accélérée, et qu'en quelques années, la plupart des accusés ont pu passer devant ces procédures. Mais le prix à payer, ça a été les immenses problèmes sur le plan notamment du respect des droits de la défense. Donc en fait, chaque État qui sort d'un conflit essaie de pallier au plus pressé, et il y a chaque fois de grands prix à payer, et c'est souvent les droits individuels qui sont affectés. Vous parlez du Rwanda, mais est-ce qu'un changement de régime politique passe obligatoirement par une guerre? Non, en fait, il y a, semble-t-il, 2 grands types de situations pour les changements de régime politique. C'est d'ailleurs la même chose pour la fin des guerres. Il y a 2 grandes façons de terminer des guerres. La première, c'est soit une défaite militaire ou un coup d'État. Et la deuxième façon, c'est une négociation. Okay, donc ça ne passe pas toujours par une guerre. Je peux peut-être vous donner quelques exemples. Prenons la chute du mur de Berlin, qui est beaucoup plus proche de nous, avec la fin de l'URSS et la réunification allemande. Ça ne s'est pas passé à la suite d'une guerre, donc il y a eu un changement complet de régime dans l'ex-RDA, la République démocratique allemande, et ce changement de régime, il a été mis en place après des négociations qu'on a appelées les négociations 4+2. Ça voulait dire les 4 vainqueurs de 45, c'était les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la France, étaient à la table de négociation avec des représentants de la RFA, la République fédérale allemande, et de la RDA, République démocratique allemande, et ces 6 types de représentants se sont mis à table, ont négocié et ont permis un changement de régime dans le sens de la réunification. Un autre exemple, si je peux, la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, c'est aussi un mouvement de négociation entre l'ANC, le parti de Nelson Mandela, et l'ancien parti au pouvoir, qui était encore au pouvoir au moment des négociations, le Parti national de Frédéric de Klerk. Donc, ces 2 grandes équipes ont négocié pour aller vers une transition qui mettait fin à l'apartheid et qui appelait à de nouvelles élections, une nouvelle constitution, etc. Donc, un changement de régime. 3e exemple, la révolution de velours, qui est aussi une négociation et pas un mouvement militaire, et qui a permis la partition entre la République tchèque et la Slovaquie. Peut-être une dernière remarque, si je peux, c'est que paradoxalement, souvent, les étudiants, quand je leur demande, dans le fond, est-ce que vous pensez que la réconciliation ou un changement de régime est plus facile après une négociation ou après une défaite militaire? Et souvent, les étudiants, intuitivement, me répondent, bien sûr, après une négociation, puisque les gens ont su s'asseoir à la table. Et dans les faits, les choses sont plus compliquées. Si on observe tous les cas, la réconciliation ou les mouvements de rapprochement entre des anciens ennemis, c'est plus difficile après une négociation qu'après une défaite militaire,
Pour quelle raison? Parce qu'il y a souvent très peu de clarté sur l'identité des vainqueurs et des perdants dans une négociation. Donc, comme je vous disais, après la défaite militaire de l'Allemagne, tout était clair sur les rôles de chacun. Et donc, les mécanismes de rivalité étaient un peu euh, réduits à zéro. Alors qu'après une négociation comme la France et l'Algérie, par exemple, au moment des accords d'Évian pour clôturer la guerre d'indépendance algérienne, de deux côtés, il n'y avait pas de clarté pour savoir qui avait gagné ces accords. Voilà. Alors, on entend dans vos exemples, les conflits sont nombreux. Est-ce qu'il y a différents types de conflits? Est-ce qu'on peut les catégoriser? Oui, moi je dirais dans les grandes lignes qu'il y a 4 grands scénarios qui sont d'ailleurs parfois pas incompatibles entre eux, mais c'est important de les distinguer, il me semble, pour avoir une bonne analyse. Le premier scénario, c'est un scénario de guerre internationale, comme la Deuxième Guerre mondiale, une guerre classique, si vous voulez, avec des combattants de part et d'autre, où je dirais que sur le plan du rapport à l'autre, l'autre est l'ennemi à combattre. Premier scénario. Deuxième scénario, une guerre civile à l'intérieur de frontières, où l'autre n'est pas uniquement l'ennemi à combattre, mais surtout le traître à punir. Donc le type de relation est différent. Troisième scénario, donc guerre internationale, guerre civile, guerre de type colonial, où l'autre n'est pas l'ennemi à combattre ou simplement le traître à punir, mais du côté en tout cas de l'armée du gouvernement colonial, l'autre est comme un enfant à éduquer, voire un barbare à civiliser. Et enfin, le quatrième grand scénario qui me vient à l'esprit, c'est un scénario de génocide, où l'autre est un animal à exterminer. On parle de fin de conflit, mais effectivement, après, il y a un processus de réconciliation. Cette réconciliation, est-ce qu'elle est toujours possible après un conflit? C'est une très grande question. Alors, il y a sans doute des chefs religieux ou des associations, des ONG religieuses qui vont vous dire oui, la réconciliation est toujours possible. Alors moi, il me semble que peut-être un peu plus nuancé. Enfin, en tout cas, ma vision des choses, c'est que tout dépend de ce que le terme de réconciliation recouvre. Et peut-être ce qui peut être utile pour les personnes qui nous écoutent, c'est de garder à l'esprit un continuum avec d'un côté une vision minimaliste de la réconciliation et de l'autre côté une vision maximaliste. Qu'est-ce que je veux dire? La vision minimaliste, elle signifie que dès qu'on arrête de se battre, dès qu'il y a un cessez-le-feu, si vous voulez, on est déjà en train de se réconcilier. Donc c'est vraiment très pragmatique, très fonctionnel. Et puis la vision maximaliste de l'autre côté du continuum, ça serait la réconciliation à la Desmond Tutu, qui avait navigué un peu le pays de l'Afrique du Sud vers le rapprochement. C'est une réconciliation qui implique un pardon, une justice, un retour à l'harmonie. Vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors, si l'on adopte une conception maximaliste qui implique un pardon généralisé pour tous les méfaits commis, alors pour moi, en tout cas, ce type de conception n'est pas toujours possible. Et j'irais presque plus loin, je dirais que ce n'est pas toujours nécessaire. Il semble que coexister au lendemain de crimes de masse ou de crimes de génocide, c'est déjà remarquable. Quel doit être le rôle des dirigeants dans ce processus de réconciliation? Grande question aussi. Les dirigeants, ils vont en général être favorables à ce que la réconciliation soit mise en place le plus vite possible et qu'on puisse tourner la page pour des raisons économiques, souvent politiques, sociales, etc. Mais ça, c'est intéressant de voir que selon les acteurs en présence, les intérêts ne sont pas les mêmes, évidemment. Le point de vue des autorités et le point de vue des associations de victimes ne va pas spécialement être le même. Si les autorités disent « Allez, maintenant il faut que tout le monde pardonne à tout le monde », je caricature à souhait. Les victimes qui ont été torturées ou les parents de victimes dont le corps des proches n'a jamais été retrouvé et qui attendent toujours de savoir la vérité sur le corps de leur fils emporté ou des choses comme ça, l'impératif du pardon va être indécent, va être insupportable. Donc il y a non seulement des intérêts différents, des sensibilités différentes, mais aussi des temporalités différentes. Donc, vous parlez des dirigeants, les dirigeants vont être dans une temporalité assez rapide,
Alors que des associations de victimes, par exemple, vont être dans une temporalité beaucoup plus lente, plus longue, pour qui on pourra dire que on ne compte peut-être même pas en années, mais en générations pour se relever. Donc ça c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, le rôle des dirigeants, un rôle idéal, ça serait de pouvoir accompagner au mieux tous les secteurs du pays en question. Si on pense aux victimes, est-ce que la réconciliation, elle est compatible avec un devoir de mémoire qui doit être entretenu? Ben, c'est là qu'il y a toute une tension, en fait. Il y a une tension qui est inéluctable, et c'est pour ça qu'à mon avis, le rôle de dirigeant est extrêmement délicat. Vous imaginez que si vous êtes dirigeant, que vous tenez les rênes de 2 chevaux en même temps, que les 2 chevaux vont dans des directions différentes, et que vous ne pouvez lâcher les rênes d'aucun des 2 chevaux. Donc il y a un des chevaux qui part, vous le disiez, hein, dans le sens de la justice et de la mémoire, de la vérité aussi. Que s'est-il passé? Où est le corps de cet individu, etc. Et puis l'autre cheval qui va vers la réconciliation, et ça me semble aussi important. Si on pense en termes de génération, je vais peut-être prendre un exemple plus concret, même personnel. Après 1945, donc sur le plan politique, petit à petit, avec les 3 vagues que j'ai évoquées un peu plus tôt, le mouvement politique a clairement été un mouvement vers la réconciliation. Et donc, qui a bénéficié de ce mouvement de réconciliation? Des générations comme la mienne. Moi, je suis née en 1972. Les rapports franco-allemands étaient apaisés. Moi, comme belge, mes meilleurs amis, quand j'avais 16 ans, étaient allemands. Je n'ai même jamais réfléchi au fait qu'ils étaient allemands. Donc, ça a été décisif pour ma génération et pour la génération qui précédait. Mais pour la génération de mon grand-père, pour tous ceux qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale et qui avaient été éventuellement affectés par celle-ci, voire blessés, voire torturés, je pense ici à des survivants qui reviennent de camps de concentration, le discours de réconciliation est insupportable s'il n'est pas assorti de tout un discours de compréhension, de respect, de mémoire, d'hommage, etc. On enregistre cet épisode le 4 mai 2020, on est en pleine crise du coronavirus. Certains dirigeants utilisent un vocabulaire guerrier, on pense à Emmanuel Macron qui prononce cette phrase « nous sommes en guerre ». Faudra-t-il reconstruire une société comme après un conflit armé? C'est une très bonne question. Alors reconstruire comme après une guerre, sans le moindre doute à mon avis sur le plan économique et social, hein. Alors sur le plan politique, je pense aussi que les tensions propres à toute démocratie vont très vite reprendre. Ça va être le temps aussi de certains règlements de compte, de certains positionnements, de la recherche de pouvoir, voire d'une ambiance de campagne électorale. Ce sera le cas en Belgique, c'est déjà un peu le cas. Et la question de la réconciliation, elle se pose aussi, en fait. Peut-être pas tellement chez nous, mais je pense peut-être plus ici aux États-Unis, où on observe une montée de racisme anti-chinois à tous les échelons, en fait, sur le plan local, mais aussi sur le plan macro, sur le plan du gouvernement. Vous avez entendu aujourd'hui encore, sans doute, les remarques, les critiques du ministre des Affaires étrangères américain concernant l'origine du coronavirus. Et donc, la question de revivre ensemble au sein même, par exemple, de la société américaine, où il y a beaucoup de Chinois qui vivent, la question de la réconciliation va se poser. Mais si on réfléchit un peu à la phrase « nous sommes en guerre », peut-être que ce qui peut être aussi intéressant, c'est de se dire « mais tiens, quelles sont les fonctions d'une analogie historique ?» Pourquoi Emmanuel Macron prend cette analogie de la guerre pour la pandémie? Il y a 3 grandes fonctions principales de toute analogie historique. La première, c'est faire face à l'inconnu, à l'inédit, donc on compare avec quelque chose qu'on connaît. La deuxième fonction, c'est d'assigner des rôles. Par exemple, Emmanuel Macron disait, voilà, il y a une partie de la population en France qui est en première ligne, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant la Première Guerre mondiale, on parlait de première et deuxième et troisième ligne, etc. Ben, les gens en première ligne, c'était les médecins. Bon. Et donc, c'est une fonction d'assigner des rôles. Et la troisième fonction, donc 1, face à l'inconnu, 2, assigner des rôles, 3, appeler à l'action. Ça veut dire appel à l'unité nationale. Comme en temps de guerre, nous sommes unis. Comme en temps de guerre, je vous demande une solidarité pour appliquer les mesures de confinement. Alors, toutes ces fonctions, elles sont hyper précieuses, mais elles imposent aussi une forme de prudence parce que, me semble-t-il, hein, l'analogie, elle fournit des repères, mais elle simplifie aussi. Elle dompte le réel, mais elle dissimule aussi
tout ce qui est vraiment inédit, tout ce qui est neuf. Donc, en soulignant des ressemblances, elle masque les différences. En désignant des héros, on stigmatise aussi des adversaires. Donc, il est peut-être toujours utile de se demander, mais dans le fond, l'analogie historique qui nous est présentée, est-ce qu'elle favorise en moi la peur ou la lucidité? Autrement dit, est-ce qu'elle apporte des réponses anciennes à de nouvelles questions? Dans ce cas-là, pour moi, c'est un échec. Ou est-ce que l'analogie permet de garder les yeux grands ouverts sur la réalité présente? Dans ce cas-là, c'est un succès, c'est une grande force pour éclairer les esprits. Merci Valérie Rozou d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes maître de recherche au FNRS et professeur de sciences politiques à l'UC Louvain. Cet épisode a été préparé et présenté par Alain et Sabrina. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UC Louvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.